Bonjour à tous la Dub Nation, vous êtes bien de retour sur Splashpod et on se retrouve malheureusement pour faire le bilan de cette saison 2025-2026 des Golden State Warriors. En effet, malgré un premier match de play-in herculéen face aux Clippers, les Dubs n'ont pas créé l'exploit de sortir des barrages en étant 10e de la conférence Ouest. C'est donc l'occasion de revenir sur un cru 2025-2026 en forme de montagne russe. Et aujourd'hui au programme, nous avons le débrief du play-in. Par la suite, nous ferons un bilan collectif et individuel de nos Dubs. Et enfin, nous finirons par évoquer le dossier chaud de cette fin de saison, l'avenir de Steve Kerr. Pour m'accompagner comme d'habitude, le duo de Twitch, Adrien Martin, comment ça va? Ça va. Un petit lundi, début de semaine, on est chaud, on n'est pas encore fatigué. Peut-être demain on le sera. Et on profite des playoffs. Hein. Franchement, les popcorn, pas de stress. Ouais, tranquille. Là. Non, on est bien. Tranquille. C'est pas mal. Bon, bah, ça fait déjà 3 mois que je suis à Cancun, j'ai envie de te dire. Donc, bon, voilà. Oh l'intro. Ouais, mais. Non, mais je comprends. On aime. Là. Ça fait 3 semaines que le pays n'est passé, c'est redescendu là. Ouais. Et on va tâcher d'analyser un peu ce qui s'est passé cette saison. Enfin, on a Thomas qui complète le roster des invités. On est content de t'avoir. Ça faisait quelques temps déjà que tu n'étais pas passé dans Splashpod. Tu vas bien? Ouais, ça va les gars, salut la team, salut à tous. Ouais, bah, content d'être là, puis j'espère qu'on va vous redonner un petit peu plus de sourire que la Avec saison qu'on vient de passer, quoi. Mais Clairement, clairement. Là, on est sur 3e édition de Splashpod, 2e saison sans playoff. Là. Le ratio est pas bon. non, clairement. 33%, si on parle des pourcentages à 3 points, c'est honnête, 33%, non? Bah, c'est à peu près notre moyenne après quand Steph est Ouais, sorti, ouais, je pense. Oui, ouais, et voilà. puis Ouais, après, petite nouveauté quand même cette saison, c'est qu'on se tape un bilan négatif et je crois qu'en dehors de la saison un peu calvaire, la 2019, c'était pas arrivé depuis quasiment Belle début lurette. 2010-2011, je pense, par là. Hein. Bah, en tout cas, oui, la dernière fois, c'était 2019-2020, là, une Ouais, autre saison la, maudite. la fameuse saison catastrophe, ouais, et je pense qu'avant ça, ça devait être 2011, aux alentours de 2011-2012, par là. Ouais, saison Donc, sophomore de Steph, à mon avis. ouais. Très bien. Bon, allez, il est l'heure de faire le bilan de cet exercice 2025-2026 du côté de la BREA. Splashpod saison 3, épisode 8. Let's go. Time for Curry to kind of take over a little bit. A screen by Green, the switch to Lively. Three, Curry. Oh! Une qualification en play-off, 11 éliminations, c'était le bilan au play-in des équipes classées 10e de leur conférence jusqu'à présent. Autant dire que la tâche s'annonçait ardue pour les Warriors, et sans grande surprise, les statistiques n'ont pas dérogé à la règle, puisqu'après un premier match gagné au forceps face aux Clippers, les Dubs se sont inclinés 2 jours plus tard face aux Suns de Devin Booker. J'aimerais pour commencer qu'on aille sur le positif et qu'on revienne sur le premier match du play-in à Los Angeles, une victoire 126-121. Alors les moments heureux, ils ont été rares cette saison, c'est moins que l'on puisse dire, mais ce match en fait partie. On a eu droit à un Steph Curry stratosphérique en deuxième mi-temps, un Draymond Green qui muselle Kawhi Leonard, les role-players au niveau escompté. C'était kiffant, non? Même si ça a duré une seule nuit. Il y a même eu la présence de Porzingis en première mi-temps, hein, qui met des shoots. Hein, Et des et qui met putbacks, des ouais. claquettes. Hein. Les deux claquettes. C'est peut-être ça le plus Le plus surprenant? fou. Ah oui, le plus fou. C'est qu'on a vu un fantôme. Un fantôme Un mec en revenu emploi de l'enfer. fictif. Ah, mais Non, après, ce match-là, c'était quand même une bouffée d'oxygène dans la saison. Voilà, ça y a rien à dire. c'était quand même le match un peu kiff, quoi. C'est celui qui nous a redonné un peu le sourire quand même. Je pense qu'on a tous terminé le match un peu en ayant le sourire. Après, voilà. Euphorique même. Fallait pas, ouais, voilà. Ouais, euphorique si tu pensais pas à ce qui allait arriver après. Malgré tout, tu vois, à la fin du match, oui, c'est quand même l'euphorie qui l'emporte. Et puis là où tu te posais plein de questions, tu t'en posais toujours à la fin du match, mais au moins tu t'es dit, ouah, ça c'était bien. Au moins, on a pris du plaisir sur ce premier match de play-in. Après, Les autres, vous en pensez quoi de ce match contre les Clippers, qui a quand même un bon petit scénario? Ah, c'était la lune de miel avant le divorce. Hein. On peut se le dire, là, c'était les Bon, Seychelles. les mots sont un peu Ouais. forts, monsieur. Hein. Parce que bon. Hein. Ah, on fait dans le sensationnel. Moi, je veux aller travailler pour Trash Talk ou autre. Hein. Non, mais oui, c'était en fait.
ce qui est terrible, c'est que ça nous met encore ce doute là de est-ce qu'on est encore dans le. Enfin, non, ça nous met pas le doute, ça nous fait poser la question. Ah, mais on est peut-être encore dans le coup. C'est-à-dire, on est compétitif à quelques joueurs près. Si on se dit, on n'a pas Jimmy, on n'a pas Moses, on n'a pas. Et on se dit, on arrive quand même à battre les Clippers. Bon, même si c'est pas les plus beaux Clippers de l'année. Ouais, mais Voilà, ouais, fallait les chercher quand même, hein, parce que là, exactement. là, à l'écran, là, on a le lead tracker pour voir l'évolution du score pendant le match, et donc on s'est fait dominer pendant toute la rencontre. On a fait l'accordéon jusqu'au 4e quart-temps, parce qu'à chaque run qu'on faisait, je me rappelle, pour réduire l'écart vers 1-2 possessions, les Clippers ils remettaient la pression en ball et on se faisait punir en transi. Moi, les 3 points de Mathurin, ça m'arrachait le cœur, hein. On l'avait cool de toute façon pendant le live. Et oui, le petit Donc, Ben Mathurin à À 20-25%, 30. Factor Voilà, qui met tout la bonne soirée. C'est un peu c'était c'est annoncé l'image de contre la double, saison. Ouais. Ouais, annoncé contre double, hein, Oui, Martin. clairement. Puis l'arrivée de ce 4e quart-temps délirant avec l'éruption du Vésuve, là, 43 points inscrits là. Donc là, c'était complètement incroyable. Ça avait commencé avec les 4-3 points d'Al Horford. Et Ouais, vraiment, Ouais, avant alors que- ça c'était improbable quand même. Après, ouais, tu le voyais enchaîner, tu disais non, non, arrête Al, parce que là c'est terminé, tu vas plus en mettre un. Et après, à chaque fois, ça rentrait quand même. Et ça inverse complètement le momentum à ce moment-là, hein. clairement. ça nous met bien, ouais. Il y a Steph qui prend feu, 43 points. Donc, non, pas 43 points, je sais plus combien il est, mais pas loin. Mais d'un point de vue global, quand tu dis on n'est pas loin d'être compétitif à quelques joueurs près, ce qui est un peu prometteur, entre guillemets, sur ce match-là, c'est que tout le monde a répondu présent. On a un Porzi, il a fini en 25-5 et avec des pourcentages efficaces. Et puis l'impact au rebond, on l'a jamais vu faire ça. Il joue 28 minutes. Guy, il a quasiment les mêmes stats. Pods, il est en 17-7-2. Puis à la défense aussi, individuel et collectif sur Kawhi, que notamment Dre lui a provoqué 4 de ses 5 turnovers. Kawhi, il termine à 21 points, mais il shoot 17 fois. Il tente seulement 2 tirs dans le 4e. Le game plan, là, il a été respecté, là. Et on remercie aussi, on remercie notre bon vieux Brook Lopez. Hein. Voilà. La défense au Sur ce large, match, c'est toujours un grand déjà que c'était grand compliqué, mais chantier, hein. maintenant plus. Ouais, c'est un moment à vivre. Hein. C'est que. Mais oui, il a fait des choix. Je me rappelle une action là dans le 4e carton où il sort sur Guy à l'extérieur à 3 points. Là, je sais pas pourquoi il fait ça. Non, mais parce qu'il il overreact parce qu'il est complètement dépassé. Mais et moi surtout, je trouve que c'est les Clippers qui nous ont donné le match parce que ils ont pas fait la line-up, genre une line-up où tu peux full switch qu'ils peuvent quasiment faire quand t'enlèves Darius. Où Avec tu Collins mets, 105. ouais, avec John Collins 105 et un Nicolas Batum en poste 4, Kawhi, Mathurin et puis comment il s'appelle le joueur de. C'est pas Providence, je sais plus, l'ancien de Chicago, Dunn. Chris Dunn. Tu peux faire une line-up comme ça où tu switches, sachant que nous on n'est pas une équipe, surtout avec l'effectif qu'on a en ce moment, où on aurait puni sévèrement le switch. Bon, merci. Nous on prend et effectivement on a joué pick and roll sur pick and roll et voilà. Hein. Non, Ou c'est même après, juste. ça résume assez bien ce que tu dis, ça résume assez bien la saison finalement. Il y a une équipe, comme disait Quentin tout à l'heure, on va encore relancer le truc finalement on n'est pas si loin, on a quand même du matériel, mais t'es pas assez dominant, t'es pas assez fort pour ne dépendre que de toi en fait. Là, pour gagner des matchs comme ça à un tel niveau, quand le niveau commence à s'élever, donc là, bon, c'était encore le play-in, mais si tu veux arriver à exister en play-off, Ouais. Faut enchaîner. il faut que tu puisses au moins dominer ton adversaire ou sur certains aspects, ou dans certains domaines. Malheureusement, tu vois que cette année, quand on arrive dans ces matchs-là, soit tu dois avoir un Steph qui est stratosphérique, mais tout le temps, parce que là, on aura l'occasion d'en reparler après, un peu plus dans le détail quand on va parler du bilan de la saison, mais tu es quand même hyper dépendant ton système offensif est toujours ultra dépendant de Steph. Donc, tu es obligatoirement deux paramètres. Steph qui surperforme presque, ou alors qui est dans des standards très élevés, et un adversaire qui déjoue. C'est-à-dire que sur une équipe à niveau équivalent ou supérieur, il va falloir que tu aies ces deux paramètres-là pour qu'on puisse passer et en tout cas qu'on puisse exister dans une série. Je suis d'accord.
Ouais, Et là, effectivement, comme le détaillait bien Adrien tout à l'heure, c'est là, ouais, il y a peut-être un coaching un peu défaillant ou alors un truc pas assez bien senti du côté des Clippers je vais pas dire qu'ils nous offrent le match parce qu'on a quand même été le Non, mais qui nous chercher. Et aide. d'ailleurs, Oui. quand on a regardé le graphisme, le graphe de Quentin tout à l'heure, on voit bien que il y a des équipes, sur certains autres matchs, on leur a abandonné celui-là. Et là, on a été quand même le chercher. Donc, c'est ce qui fait qu'on finit le match un peu euphorique. Mais malgré tout, tu as dû exploiter les erreurs de l'adversaire. Pas que, quand Et même. heureusement qu'elles sont arrivées. La, Pas la que. la stratégie sur Kawhi, où tu le blitzes, tu l'harcèles, tu l'empêches d'avoir des tirs en catch and shoot, c'est ce qu'il fallait, parce que c'est pas le plus à l'aise quand il est doublé, Kawhi, etc. non plus. Ouais, surtout avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain, où il n'y a pas un mec qui lui faisait le bon déplacement pour punir la défense. Mais bon. Non, et puis encore une fois, la défense dans le quatrième quart-temps, elle était excellente. Et ça, s'il faut souligner un point positif cette saison, c'est Oui, que c'est la défense. la défense aura globalement été fiable. Le problème était ailleurs. Ah, Toi, ça Martin? fait plusieurs saisons que la défense est plutôt solide, hein. Après, on sait que c'est toujours le côté offensif maintenant qui nous pose problème, puisque on n'a pas d'alternance en fait, on n'a pas de solution hybride. Bon bah là cette année forcément il y a la blessure de Jimmy au final qui fait que bon bah le bilan il est ce qu'il est, on va pas non plus taper sur le reste parce que bah, l'effectif était ce qu'il est quoi. On le savait depuis le départ que c'était un risque, hein. Donc au final on joue avec les armes qu'on a sur la fin de saison et avec un Steph, bah en fait, ça confirme qu'avec Steph, tout est possible, mais que derrière, on verra si on débriefe le deuxième match, ce qui se passe le lendemain. Quoi. C'est tout ou rien. Quoi. Ouais, on va juste prendre avant une déclaration de Steve Kerr en conférence de presse qui lui aussi était euphorique, donc on va afficher à l'écran. Donc on le cite en conférence de presse. Et pour seulement une nuit, on a été champion de nouveau. Je sais que cela peut paraître fou à entendre car c'est un match de play-in. Je m'en fiche, c'est absolument magnifique. Vous êtes d'accord avec le coach? L'euphorie. Ouais, il nous met au fond avec cette déclat, mais. Ouais, moi je veux comprendre ce qu'il veut dire. Avec... Oui, non, mais moi aussi, mais. Ouais, ça sent le mec. Bon, les gars. Non, mais c'est ça, c'est ce a qu'on eu notre- détaillait tout à l'heure. On a eu notre match terminé, bonsoir. On met les savates et on rentre à la maison. Hein. C'est vraiment, ça fait. Bah, Ouais, en fait, on est sur l'euphorie de après, la il l'a fin fait. du match, à chaud. Ouais, il l'a fait. Puis je pense que il y avait moyen que. Enfin, lui, à cette période-là, parce que là, on parle. On est 3 semaines après, 2 semaines après 3 semaines 3 après le semaines. play-in. Peut-être que quand il l'a dit, il l'a sorti, c'est que au vu des images après du match d'après, il y a peut-être un mood un peu je raccroche les crampons. Donc ça me fait surtout penser à ça, moi. C'était en mode bon, on en a vécu une belle dernière, allez, ciao. Ouais, Vous êtes d'accord les deux autres? c'est une déclat dans l'émotion. Après, on peut dire que de toute façon, c'est un échec. La saison, c'est un échec. Donc, non, mais je veux dire, voilà, on va pas commencer À l'échec, à à l'échec. essayer de Retour du se dispositif. rassurer parce qu'on a gagné un match de play-in. Non, mais voilà, c'est juste qu'il y a eu une belle soirée. Il y avait la salle. On était à domicile. On était à San Francisco Sud là, donc c'était pas mal. À Mais Inglewood, ouais. On entendait les Warriors pendant les temps morts. c'était bien. ça. Bon, après de là à pousser le bouchon champion, on sait que Steve Kerr niveau com, il aime bien appuyer le bouchon. Sentiment d'être champion. Voilà, mais moi je comprends ce qu'il veut dire. Hein. C'est après l'hécatombe de blessures, ça a été très compliqué, mais ils ont rien lâché tout au long de la saison. Je pense que c'est une petite récompense. Et il y a un autre message aussi, c'est à ceux qui voulaient tanker, dire à Steph de se reposer, c'est qu'ils n'ont pas trop compris l'essence un peu de cette, enfin pas compris, qui voulaient pas l'entendre en tout cas l'essence de cette dynastie pour Steph. C'est moi je veux être là si je peux être disponible, c'est la compétitivité, c'est la joie et l'adrénaline un peu d'être, je veux être là pour les moments importants en fait. Si je peux. De toute façon, on aurait tanké, ça n'aurait rien changé, on aurait été à la même place. Hein. On avait trop d'avance sur ce qu'il y avait derrière. Donc au final, c'est un peu ce qu'on a fait. Hein. On a reposé Curry jusqu'aux deux derniers matchs de la régulière pour gagner un match de play-in. C'est un peu ça, façon, la lecture finale. Je pense hein. que oui, la lecture finale, c'est que je crois que le Parce coaching que Steph, staff, ils ont regardé ils ont fait les comptes, ils ont fait bon, sauf si miracle, bon, on va être qualifié en play-in.
peu importe la place, Steph il reviendra pour le play-in et terminé bonsoir. Hein. De toute façon, tu savais très bien que tu n'avais pas le matériel après pour lutter plus en playoff. Euh, ouais, je pense qu'à ce moment-là, la réaction, la déclaration qu'il fait, elle est à chaud, mais je pense qu'il sait très bien, il sait très bien l'issue de la saison. Oui, non, mais on n'allait pas être champion. Même on allait prendre un match contre OKC, Max. Oui, Max. Mais de toute façon, avec ce genre d'équipe, avec des équipes bâties comme la nôtre, hein, c'est playoff direct ou pas, quoi, ou rien. Là, le play-in, il passe, Ouais. mais en fait, si tu es en playoff, c'est que l'équipe, elle est en bonne santé. Et de toute façon, quand tu regardes la constitution de l'effectif, c'est le risque à prendre. Bah là, voilà, c'est pas passé. Après, Clairement. aller en playoff avec ce roster-là pour faire quoi Je comprends. On passe vite fait sur le deuxième match du play-in face à Phoenix, qui pouvait nous envoyer affronter OKC au premier tour. Bon, ça s'est soldé par une large défaite, 96-111. On a su très vite que le match, ça serait pas du même acabit. Hein. Steph était rincé et Kristaps, il était injouable à cause d'une cheville. Et finalement, on n'a pas eu de deuxième miracle. Bon, ce fut un peu rude comme élimination, surtout après ce qu'on a vécu 2 jours auparavant, mais est-ce que c'est vraiment surprenant, vu l'état physique pas des meilleurs joueurs? Oui. C'est à l'image de la saison. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En Un fait, match. tes 2 matchs de Ouais. play-in, là, ils te résument assez bien la saison. Une dualité, c'est ça? Ouais, Exactement. instabilité. Lancer de cajou. Là, ouais. Le seul truc que tu peux regretter, c'est d'avoir le sentiment, tu vois, dès les premières minutes quasiment que bah voilà, le match il était plié, qu'il n'y aurait pas match, même si c'était serré quand même, s'il y a eu des petits. Alors, il y a 18-35 au premier quart-temps, on a 9 pertes de balles, on shoot à 30%. Ah, Ouais, non, mais terrible. Non, c'est très compliqué. c'est Ouais. c'est ça, c'est le sentiment en plus, voilà, de. Oui, Tu te dis je bon, vois. t'aurais lutté un petit peu dans le match au moins. Tu te dis bon, on a fait match, mais là, ouais, dès le départ, tu savais que la soirée elle allait être compliquée. Et puis surtout, c'est dualité. Puis le dernier match, il montre vraiment le manque de création qu'on peut avoir, quoi. Hormis Steph, et là, il avait des bons défenseurs. Et surtout une équipe qui switchait beaucoup. Parce que là, ils ont pas fait la même erreur que les Clippers. Ils ont mis leur pivot là qui fait 2-5 ou quelque chose comme ça là. J'ai plus le nom. Je vois sa tête. Mais Oui, c'est pas Iguodalo? si, voilà. Si, c'est ça. Et Guadaro. Bah voilà, terminé. Hein. Ils peuvent switch ou éviter de faire des décalages. Bah nous, on n'a plus de joueurs de 1 contre 1. Et sur le match, je me rappelle, il y a Melton qui a essayé, mais vraiment pas en réussite. Il y a Mais c'était le seul. il fait un premier carton catastrophique, mais il réussit à trouver son rythme dans les cartons après. Ouais, mais c'est pas du 1 contre 1 non plus, tu vois. C'était après un petit décalage, mais voilà, c'est vraiment la représentation de notre équipe. Sans le shoot et sans le shoot, on n'arrive pas à vivre. Et dès qu'on a des équipes qui nous proposent un jeu où on doit faire beaucoup plus d'1 contre 1, c'est compliqué. Clairement. Martin, rien à ajouter? Bon, non, pas grand-chose. Hein. De toute façon, je veux dire, le match était vite plié. En plus, je peux témoigner. Je l'ai regardé avec Adrien en replay au Sodouli. Bon, ça a été vite. Putain, mais oui, ah c'est oui. vrai. C'était. Bon, les espoirs se sont vite envolés. Hein, mais Non, mais pour vous dire, hein, le mec, 6h30. bon, je sais plus. Oui, le match doit être à 4h, donc fin 6h30. J'entends toc 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 à ma porte. Bah Je me oui, dis- mais bon, j'étais obligé. Et là, le Michel, il dit, allez, c'est l'heure du match, hein, mon petit père. Bah oui, non, mais il dormait comme un lapin, le Basu, là. Moi, j'étais. Après, Non, mais voilà, ça après, on a allumait. regardé, mais c'était. De Ouais, toute façon, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a rien de surprenant sur ce match. On a un petit peu, à un moment, espéré revenir un peu dans le match, mais. Ouais. En tout cas, bon, la saison s'arrête là pour les Warriors. Pas de playoffs cette année, mais il n'empêche qu'on peut tirer quelques enseignements des mois précédents. Et on se retrouve tout de suite pour en faire le bilan.
Que faut-il retenir d'une saison endeuillée par les blessures? Un coup du sort, de la malchance, une intervention divine? Au bout du compte, la facture est salée. Jimmy Butler, rupture du ligament croisé, 44 matchs loupés. Stephen Curry, genou du coureur, 39 matchs. Alors Ford, sciatique, 37 matchs. D'Anthony Melton, 33 matchs, retour de croisé. Et enfin, Moses Moody, 22 matchs, rupture du tendon rotulien. Ce fut une saison maudite, et en tout cas, on peut clairement identifier 2 périodes distinctes durant cette saison. La première, elle nous mène jusqu'au 20 janvier 2026, jusqu'à la blessure de Butler. Le bilan alors est de 25 victoires, 19 défaites. C'est pas dingo. Il y a Steve Kerr qui galère avec ses rotations, mais on a une petite dynamique qui semble s'enclencher avec 12 victoires lors des 16 dernières rencontres. La seconde partie, c'est une longue descente aux enfers. 11 jours plus tard, c'est au tour de Steph d'être mis sur le côté jusqu'à la fin de saison. S'en suivra une véritable hécatombe, symbolisée par la blessure terrible de Moses Moody. Bilan de la régulière, 37 victoires pour 45 défaites. Cela faisait depuis la saison 2019-2020, comme on a dit dans l'intro, cette autre année maudite, que les Warriors n'étaient pas tombés en dessous de la barre des 50%. On finit par 2 matchs de play-in et on s'en va. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette saison d'un point de vue collectif? Ou essayer en tout cas, vu l'hécatombe de blessures. Que Jimmy Butler, Stephen Curry, alors Ford, à 3, ils ont quasiment 150 ans. Je pensais qu'il allait partir sur un truc positif. Tu sais. Ouais, quand Ah bah ils sont non, là, les mais gars, là, tout va bien. Mais... Voilà, il n'y a pas grand-chose. Non, mais- hein, 150 ans, mais alors Ford, quand il sort de sa tombe, il nous fait un match contre les Clippers, c'est incroyable. Et en vrai, même une seconde partie, chapeau bas, monsieur. Faut se le dire, chapeau bas. Mais oui, problème de vieux, une sciatique. Voilà. Oh, problème de vieux et de moins vieux, hein, parce que le frère Curry, il en a une aussi. Hein. Ouais, Draymond l'a pas trop eu cette année d'ailleurs. Oui, Ouais. d'ailleurs dans le lot, on peut saluer Draymond qui fait 70 matchs cette année. Et voilà. Et Podziemski, l'Ironman, qui en fait 82. Ouais, le seul à faire les 82 matchs. Magnifique. Ouais. Les autres, c'est si compliqué de ça de tenir des enseignements, ou alors on tire des enseignements que sur la première partie de saison, mais il va manquer pendant 6 mois Jimmy Butler et Moody. Ah, mais Bah, tu te retrouves. Enfin, c'est les problèmes qu'on imaginait déjà en début de saison. C'est un effectif qui est pas assez équilibré entre jeunes et anciens. C'est les finances font que tu es obligé de faire entre guillemets quelques paris et c'est les paris souvent ça aller rechercher des anciennes gloires ou des gars Des joueurs à risque. qui ont déjà ouais c'est ça, soit des gars qui ont déjà un peu d'âge ou soit des joueurs plutôt injury prone donc ce qui devait arriver arriva quoi, j'ai envie de dire. Après, tu peux passer sur une saison linéaire où tout se passe bien. C'était une pièce en l'air. Et là, pour le coup, elle est tombée clairement du mauvais côté. Et pas que, parce que du coup, tu peux imaginer un ou deux gros pépins, mais là, ils se sont vraiment enchaînés. Et même avec Moody chez les plus jeunes, quoi. Alors après, est-ce que tout est lié? Est-ce que du coup, enfin, quoi que Moody n'avait pas joué tant que ça quand il se blesse, Ah, d'ailleurs, il revenait de parce qu'il blessure. revenait déjà, ouais. Mais ouais, c'est ça, les enseignements à tirer, c'est que l'effectif est pas assez équilibré et du coup, ça t'importe ce que je disais tout à l'heure en introduction, une certaine instabilité sur tes résultats. Parce que tes joueurs, tes joueurs qui sont les joueurs cadres, tu dois les gérer. Alors en plus, il y a quand même un truc à souligner cette saison, c'est qu'on n'a pas été gâté par le calendrier entre un début où on début de enchaîne saison, ouais. beaucoup de matchs, on en fait aussi beaucoup de road trip, peut-être plus que les autres même au final, avec une équipe âgée. Bah, tu te retrouves à devoir faire du management et puis à devoir mettre des gars sur le côté pour qu'ils récupèrent. Et puis du coup, bah, tu lâches des matchs. Et la tristesse dans tout ça, c'est que en plus, mais bon, ça comment dire, c'est difficile à juger, mais le coaching staff en début de saison pataugé sur les rotations Aussi. et les joueurs ensemble. Donc par exemple, Paul Horford, il voyait pas beaucoup, on va dire Les cadres. Steph, Oui. les cadres, etc. Est-ce qu'on aurait fait mieux avec on va dire des rotations sharp dès le début? Je pense pas que ça aurait changé non plus la saison. Mais oui, de toute façon, en fait, dès le début, comme tu as dit, avec le calendrier un peu chargé et tout, on a dû directement manager et puis un peu, entre guillemets, risque
et potentiel de win, vraiment la marge de win à chaque fois la réduire parce qu'on n'avait pas tous les comment dire, toutes les armes à disposition lors du match. Donc c'est vrai que, mais bon, c'est le risque quand t'es en fin de dynastie, t'as des anciens joueurs, des finances dans le rouge, et là je passe la main Au aux comptable. financiers. Ouais, non. Non, mais compliqué. De toute façon, après, tout le monde va dire l'âge. De toute façon, c'était prévisible avant la saison. Oui, bon, en finale, la blessure de Jimmy Butler, c'est une mauvaise réception qui aurait pu arriver à n'importe quel joueur, hein. Et bon, il y a une part de malchance dans n'importe quelle saison, hein. Au final, ça s'est acharné sur nous. Après cette blessure de Butler, bah, de toute façon, la blessure de Steph, c'est une blessure de vieillesse. Alors Ford, c'est aussi l'âge qui joue. Ouais. Steph, c'est même la plus inquiétante. Moody, c'est de la malchance. Donc, on n'a pas été vernis et en plus, on savait qu'on avait déjà un facteur risque assez important. Donc, bon, bah, le bilan, il est ce qu'il est, hein, mais depuis le début de saison, on l'avait dit, hein, que ce facteur-là de santé, il allait beaucoup jouer. Et puis, la construction d'effectifs faisait que, au final, bah, nos facteurs X et tout de début de saison en preview, bah, il y avait Jonathan Kuminga qui a été très vite écarté des plans, qui pouvait, on l'avait dit, être un joueur qui pouvait prendre un peu le relais pour un peu, sur les temps de repos un peu des anciens, prendre le relais sur l'attaque. Bah, au final, on l'a vite oublié, cette solution. Et derrière, on n'a pas de profil de joueur pour prendre le relais offensivement. Donc, on a galéré. Voilà, on a eu des joueurs qui ont émergé, par exemple Di Santos, etc. Mais ça n'a pas pris un relais suffisant. Donc, non, bah, la saison décevante, mais c'était une des situations qui pouvaient nous tomber dessus, quoi. Je veux dire, on est à moitié surpris, hein. Ouais, mais après, c'est même pas décevant, c'est même une saison en échec. Tu l'as dit dans l'introduction. Mais dès l'instant où tu sais que ta fenêtre, c'est Stephen Curry et que la fenêtre, elle est en train de se réduire fortement, ben, chaque année, finalement, tu passes pas ce palier. Tu ne permets pas à Steph d'arriver très haut, loin en playoff. Pour moi, ça devient un Ah échec. bah oui. Alors après, il peut s'expliquer, il y a plein d'explications. Il y a, Quand tu perds Jimmy Butler, c'était fini, hein, de toute façon. ouais, voilà, de toute façon, Non mais voilà, effectivement, depuis janvier, on savait. la blessure de Jimmy, elle arrive avant la trade deadline. Alors oui, ça aurait été cruel de le trader, mais vu la situation actuelle, on Plus est financière, sur la ouais. fin de la carrière de Steph. On avait encore tous nos first picks. Bon, on a tenté, hein, le cas Yanis, ça n'a pas marché. Kawhi aussi, Mais au final, on s'est rabattu sur une solution qui, je pense pas, soit celle qui nous laisse espérer une dernière chance avec Porzingis. Parce que je sais pas si on fera on fera peut-être la transition plus tard sur l'été, mais le trade de Porzingis, il nous enterre pour cette intersaison-là. Et c'est là la pire chose qui est arrivée en fait de la saison, en plus de la blessure de Butler, c'est comment on a géré cette après-blessure pour rester compétitif. Au final, on s'est un peu enterré, quoi. clairement. J'ai juste 3 stats pour illustrer un peu la saison. Steve Kerr a aligné 43-5 de départs différents cette saison. C'est le plus en NBA, je pense, de loin. Ouais, et pourtant, il y a des équipes qu'on fait jouer en fin de saison, des Oh, 10-day contracts. ouais. Je sais pas s'il y a un énorme écart, hein, parce que des équipes comme les Les Nets, Memphis, les etc. Wizards, Grizzlies et compagnie. Ouais, ok, oui. Oui, bon, ouais, bon, ouais. Oui. Ouais. Ensuite, Ouais. on est. Je parle d'équipe, hein. Je parle Oui, c'est d'équipe NBA, hein, pas d'équipe de G-League, excuse-moi. Nous, on n'en est pas loin, hein, mais bon. On gagne des matchs au moins avec les équipes de G-League, nous. Enfin, un peu. Ouais, vite On fait. est premier aux tentatives à 3 points de la ligue, 20e au pourcentage. Et on est 27e au tir près du cercle et dernier au dunk. Étonnant. C'est pas sûr. Étonnant. Ouais. Ouais. Oh, c'est terrifiant d'entendre ça. Tu vois, ça me met encore plus au fond du seau quand même. Bah justement, un peu l'approche du coaching staff, Steve Kerr cette année, vous en avez pensé quoi? La première partie, des choix très douteux.
dû au calendrier, au calendrier et je pense sa vision aussi du roster qu'il avait. Et puis deuxième partie, par contre, après la blessure de Butler, franchement, il y a rien à dire, hein. Je pense qu'à chaque fois, il a réussi à tirer le meilleur des joueurs qu'il avait. Mais Le mal était fait. ouais, le mal. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais Martin a quand même réussi à placer Kuminga dans le pod, hein. Bah, il fait partie de la saison, on fait le bilan Ouais, de la en même temps, saison. Ah, il fait partie de l'histoire de la saison, ça c'est clair. Il a ouais, été titulaire 5 d'accord, mais matchs là. Donc, à début de noter, saison. hein, je note quand même, le mec. Combien C'est le d'épisodes premier. on va tenir avec le Oui, mot voilà. Kuminga dedans? Oh là là. Oui, moi je vais tenir les comptes, c'est ça. Mais voilà, ouais, je pense que franchement, la première partie, moi j'ai été déçu. L'exemple particulièrement qui me fait dire ça, c'est notre rookie qui prend la place de Kuminga, puis de Moody et même de Pods On parle de Will pour que Richard. de Will Richard bien sûr, pour qu'en fin de saison, quand il n'y ait plus personne, où là, enfin j'ai envie de te dire, comme disait Martin, où on jouait plus rien puisqu'on était quasiment sûr d'être qualifié en play-in, tu le vois plus. Tu vois là, ce genre de choses, je comprends pas en fait. Pour moi, ça doit être l'inverse. Tu dois pas le voir en début de saison, même si le peu de temps qu'il joue, il fait des bons passages et tout ça. Tu peux le récompenser en lui laissant 5 minutes par-ci par-là, mais passer titulaire à faire bench des mecs que t'as signé à l'été d'avant pour 13 millions. Enfin bon. Après Kuminga, je rentre pas dans l'équation parce que je pense que pour Steve Kerr, même quand il était re-signé dès le début de saison, c'était Ça va être pétard mouillé, notre comme on dit. starter pour la saison. Il nous l'avait dit hein, en interview. Il l'a dit. Il l'a dit en interview après 5 matchs. Après 5 matchs de régulière, Kuminga qui faisait des bons efforts, qui était dans le jeu collectif, il l'a dit, Oui. ce sera notre starter pour longtemps. Il l'a dit. Hein. Il a commencé à comprendre le basket l'été dernier, Kuminga. Donc, Oui. voilà. Il a appris en un été. Oui, d'après les dédés du bar. Mais bref, voilà, moi c'est ça que quand je juge la saison de Steve Kerr, c'est ça, c'est ce truc de et ce qui m'énerve moi, c'est que c'est récurrent, ça fait 2 saisons qu'en fait il fait ça, il prend des joueurs qui effectivement répondent présent quand tu demandes de jouer parce que tu as une blessure, foul trouble ou etc. Ils répondent présent, ce qui est fantastique et sauf que ils changent tout en fait parce que cette troisième option répond présent. Pareil, autre exemple, il l'a fait pareil avec Patoche. Oui, pendant 4-5 matchs, ouais. Et quand tu prends toutes les autres équipes NBA qui jouent en playoff aujourd'hui, il y a des troisième rotations qui répondent très bien. Mais quand il y a le mec qui est le numéro 1 qui revient ou le mec qui avait le statut en début de saison, bah banquette. Alors moi je suis d'accord qu'il faut, même si le mec quand il revient de blessure, il n'est pas dedans et tout, tu redonnes un peu des minutes. Mais nous c'est carrément dans l'extrême où voilà, on bench carrément des mecs. De toute façon, je veux dire, en dehors de Steph et Jimmy, on a une équipe de role-player. C'est ça le truc, c'est qu'on a une équipe de role-player. Donc au final, les mecs qui prennent le relais, il n'y a pas un gars qui peut un peu sortir la boîte pour tenir un peu l'équipe pendant quelques matchs. Donc au final, ça fait un turnover qui est permanent entre les joueurs, puisque les gars, ils n'arrivent pas à maintenir un niveau de performance élevé longtemps. Pat Spencer fait quelques bons matchs. Bon, bah derrière, forcément, il va pas tenir le rythme non plus une éternité. C'est ça, comme tu as un manque de troisième option, en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il jouait sur le joueur chaud, sur le gars chaud du moment. Mais comme tu dis, c'est pas des joueurs qui sont faits pour justement avoir un niveau de performance élevé sur la durée. Et du coup, tu te retrouves comme ça à avoir à changer tes rotations, tes line-up. Et à ne pas avoir d'automatisme ou moins, et puis à devoir changer aussi par moment un peu ton style, quoi. Mais tout ça fait que c'est pas fluide. Et tu laisses des points, tu laisses des matchs. C'est ça. Ouais.
Complètement Et d'accord. Cette dualité-là, un peu à l'image de la saison, comme on l'a dit. Mais Steve Kerr, ça fait 2 saisons, il galère vraiment avec les rotations, à trouver la formule. Il a fini par stabiliser, hein. Il est resté pas mal de temps avec Steph, Moody, Jimmy Dre et Post. Mais bon, c'était clairement très frustrant avant. La saison du Par contre, postier. et le truc, c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'Adrien a détaillé tout à l'heure, et en même temps, je me dis, mets un autre coach à sa place, est-ce qu'il ferait mieux? Mais non, mais Dans les résultats? Ouais. non, mais on Ouais, aurait. je sais pas, oui, si je parle en termes de résultats, ouais. Non, pas forcément, mais en fait, moi, peut-être plus parce de que cohérence. pour moi, ça fait partie du développement aussi, tu vois. Quand tu fais passer Pods titulaire, puis après sur le banc, titulaire. Déjà que Pods, dans sa tête, ça a l'air pas non plus tout à fait net. Enfin, de ce qui se dit, c'est surtout son entourage. Où son entourage, c'est un peu des yes men, comme on dit. Ah ouais? J'avais pas vu ça. Non, ça, c'est une petite info Ah, peut-être, d'accord. T'as qui, des sources. qui vient de Santa Clara. Ok, c'est gros kitsch la source. Ok. Mais donc, tu vois, le Pods, ce truc-là de faire des allers-retours, ça l'aide pas. Et pour moi, je pense pas dans les résultats, comme dit Thomas, je pense pas que tu mets un autre coach qui met plus de stabilité, tu as des meilleurs résultats. Mais pour moi, dans le développement des joueurs, dans ce que tu donnes comme confiance à Moody, à Pods, bon, Kuminga, c'était autre chose. C'est compliqué. Tu t'arrives, t'es en 3e saison, tu te dis, bon, l'année dernière, j'ai déjà prouvé que je pouvais jouer des minutes, même si j'ai des petites baisses de performance. Bon, le coach il va me faire jouer. Bah non, boum, le rookie, tac, t'es mis sur le côté. Et ça, franchement, même si t'es professionnel et tout, même si au final, Moody, tu vois qu'il fait une grosse fin de saison, etc., quand il n'y a plus personne. Sauf qu'à l'instant T où il y a tout le monde, bah, un Moody en confiance, ça peut peut-être te faire gratter, ou un Pod en confiance, ça te fait peut-être gratter un match ou deux. Bon, ça change pas la face du monde, mais moi, en tout cas, moi, ça me dérange dans le fond. Plus de la forme que le fond. Parce que le fond, c'est les résultats. Je pense pas que ça change grand-chose, mais la forme, ça me dérange. Je comprends, je comprends. Et dans le deuxième temps, par contre, on peut dire que dès qu'il restait plus que l'équipe de survivants un peu là, il était limite plus impliqué, plus vindicatif qu'on l'a vu en première partie de saison, hein. Donc vraiment, crédit à lui aussi, la motion offense et puis la rigueur qu'il a continué à transmettre aux joueurs qui y restaient, parce que la saison, elle n'a pas été perdue. On avait la tête sous l'eau, mais on a continué à survivre, quoi. Et franchement, vu l'effectif qu'il y avait, c'était aussi une belle perf, quoi. Mais bon, on n'oublie pas les errements de début de saison. J'aimerais qu'on aille désormais du côté du bureau de Mike Dunleavy Jr., qui a reçu une petite extension en Soum Soum d'ailleurs, hein. Oui, ça, c'est Ouais, exceptionnel. Ça. Ouais, en Soum Soum, là, on l'annonce pas, là, bizarre. On dirait de la mafia, tu sais. D'ailleurs, t'analyses comment le fait que ça n'a pas été annoncé comme ça en termes de com? J'ai du mal à avoir une lecture claire en fait sur la manière dont l'extension était annoncée. Parce qu'en fait, c'est arrivé à un moment. Je pense que c'est arrivé dans une période où ça aurait pu faire beaucoup plus de bruit, genre juste après le trade, juste après la trade deadline, genre dans un moment où oui, forcément il a fait un move, mais ça aurait pu encore plus attirer l'attention là-dessus et mettre une pression supplémentaire sur l'équipe. Je pense qu'ils ont préféré attendre la fin de saison pour l'annoncer. Ouais, rapidement les gars, je parle surtout aux comptables, qu'est-ce que vous pensez des moves, de Mike Dunleavy Jr. cette saison? La free Le agency comptable, et it's your time, Alors, hein, là. on reprend dans l'ordre. La free agency, c'était plutôt honnête, hein. Je veux dire, je pense sur 10, on aurait donné 7 environ. Il n'y avait pas eu de choses sensationnelles, mais on avait gardé un peu l'ossature. Sur le marché des pivots, il n'y avait pas grand-chose à faire finalement. Donc Horford, oui, il est vieux, mais c'était un des meilleurs choix qui restait à faire vu les disponibilités qu'il y avait sur ce marché, hors trade. On avait réussi finalement à re-signer Kuminga. Il n'avait pas craqué sous la pression d'ailleurs sur Kuminga. Donc, non, au final, sa free agency avait été correcte. Après, moi, voilà, hein, je pense que vous le savez. Et puis quand on a fait le débrief de la trade deadline,
pour moi, il nous a un peu enterrés. Hein. Il nous a enterrés pour les 2 prochaines saisons. Mais il y a peut-être des possibilités d'améliorer ça derrière. Mais en tout cas, ce qu'il fait sur le trade de Kuminga, en fait, je trouve, ça dépasse le fait que ça soit Kuminga qui soit tradé. C'est qu'on a tradé pour un joueur à 30 millions qui est en fin de contrat. Qu'est-ce qui va se passer cet été? On n'a plus aucune flexibilité. Là, je crois qu'on a 8 joueurs sous contrat pour la saison prochaine et on est déjà 15-16 millions au-dessus du cap, donc on n'a aucune flexibilité. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer, mais bon, moi je suis pas très optimiste à ce niveau-là et je vois pas comment il peut nous sortir de la situation. Mais... Ouais, pas très convaincu de la trade deadline. Les autres, peut-être qu'on peut enchaîner ça tout simplement sur les bilans individuels pour savoir est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont surpris positivement ou négativement. Je voulais vous demander votre avis tout simplement sur Kristaps Porzingis qui a disputé 17 des 29 matchs possibles. Correct, vu son passif. Il a 16 points de moyenne, 43% au tir, 31 à 3 points. 5 rebonds et 5 lancers francs à plus de 80% de réussite. Porzingis, on n'en a pas assez vu, on en a trop vu. Est-ce que c'est satisfaisant, etc. Et moi, je voulais juste faire une petite coupure juste avant de passer à Porzi pour un peu faire l'avocat du diable du front office sur le trade de Kuminga. Juste pour dire que je pense que Kuminga, il a déjà été prolongé parce que le front office voulait le garder. Mais que là, vu la situation, c'était plus possible de le garder. Et un peu comme à l'époque Poole, on a demandé à Dunleavy, allez, trouve un truc. Faut plus qu'il soit là voilà. Et je pense que c'était à peu près la seule offre qui se présentait correcte. Où tu lâchais pas de pique. Voilà, dramatique, mais je pense que c'était le seul choix, la seule possibilité. Un peu du dumping. Moi, je pense que j'aurais préféré qu'on récupère un contrat toxique avec plusieurs saisons qui nous aurait servi de salary slot pour échanger après. Oui, mais peut-être qu'il n'y avait pas. Ouais, moi, je pense qu'au final, le front office, il est quand même assez coincé dans plein de domaines et je pense qu'il y a beaucoup de portes aussi qui se sont fermées. Et j'ai l'impression, de toute façon, en NBA, ça fonctionne aussi par des passerelles d'entre guillemets de copinage. Et je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on a Mike Dunleavy se retrouve avec beaucoup de portes fermées et beaucoup de personnes qui lui refusent des choses. C'est un sentiment personnel, hein, mais ouais, j'ai l'impression que la planche, elle est quand même assez glissante pour lui. C'est compliqué de monter les choses qu'il a envie de faire. D'aller au bout des choses de ses idées, en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Pour revenir sur Kristaps, qu'est-ce qu'on en pense de cette saison, du peu qu'on a vu? Est-ce que c'est suffisant ou pas pour aller chercher un nouveau contrat? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Thomas, avant que tu nous quittes. Suffisant, je sais pas si c'est suffisant. Par contre, je m'attendais pas à grand-chose et finalement, j'ai pas été déçu. Ce qui peut nous décevoir, c'est un peu, mais ça, on le savait déjà un peu d'avance, c'est le nombre de matchs joués et le fait qu'un peu à l'image de tous les faits de notre saison, il est aussi des hauts et des bas. Après, un joueur de cette dimension-là, chez nous, on n'en avait jamais vu. On est quand même sur un gabarit de 2,20 m. Alors pour les gens qui réclament souvent des joueurs un peu des pivots qui sont un peu plus grands que 2,05 m chez nous, pour le coup là on était servi. Il cochait quand même pas mal de cases, de la taille, du shoot. C'est quand même un gars qui est capable de s'écarter. Et à contrario, et ça c'est un peu ce qui a posé problème, c'est que pas le joueur qui va aller dominer sous le cercle. Bien qu'on a quand même vu quelques actions, où il arrive quand même à prendre le ballon un peu poste bas, à distribuer. Enfin, il cochait quand même des cases mine de rien par rapport à l'état d'urgence qu'il y avait au moment où il était recruté. Voilà, encore une fois, je m'attendais pas à grand chose. J'attendais de voir et j'ai pas spécialement été déçu. Ok, les autres sur le profil, Martin, il va te faire la phrase inverse. Je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Bah oui, non mais j'ai du mal. Je suis désolé, hein, mais j'ai du mal à le voir s'il re-signe faire une saison à 65 matchs. Hein. J'espère, mais
Et même si Porzingis fait une saison à 65 matchs, qu'on repart du coup avec un Jimmy Butler qui revient que à la mi-saison, je suis pas sûr que ça nous emmène bien loin cette histoire. Ah non, mais c'est vrai, je suis désolé, mais même avec un Porzingis qui colle un peu à notre profil, qui nous offre des solutions Oui, non, supplémentaires, c'est jouer pas une la meilleure moitié de option. saison Ouais. sans Butler avec Porzingis en option 2, on n'est pas on n'est pas au-dessus de la 8e place. Hein. Donc, Clairement. Adrien, qu'est-ce que t'en as pensé? Il fait un match référence contre les Clippers quand même. Un Oui, match. même il y en a même d'autres un peu Ouais. avant où il fait des Mais bons matchs. des équipes Bon après, faibles. genre oui bon, Washington, il fait etc. Washington, bon voilà, des équipes de G League, mais on n'en est pas loin. Salut mon pote. Mais oui, il nous fait des bons matchs. Et il coche comme a dit Thomas, il coche les cases. Problème de santé, problème de minutes aussi du coup parce qu'il est tout le temps en restriction. Mais ce que j'aime bien, c'est quand il joue, parce que je l'ai préféré quand il y avait pas Steph sur le terrain, parce qu'on jouait plus, on le servait plus dans des meilleurs spots que quand il y avait Steph. C'était très souvent du pick and pop et ça envoie du parking, alors que Porzingis nous a montré qu'il peut faire un peu autre chose. Donc bon, mitigé sur son arrivée. Moi, ce qui me fait plus grincer des dents, c'est même pas ce qu'a dit Martin. Est-ce qu'il va faire 65 matchs? Et surtout l'année prochaine, son contrat en fait, qui nous condamne. C'est plus ça qui me met au fond en fait. Mais en fait, il nous condamne à moitié. De toute façon, on est un peu forcé de le prolonger hein, déjà, parce que sinon, on perd de la valeur de joueur, puisqu'on remplacera pas les 30 millions par un autre contrat. Mais c'est oui, ou comment on jauge il vaut combien sur le marché à l'heure actuelle, Porzingis? On sait pas trop. Avec ses On blessures, aura il tout vaut un 20 épisode pour en millions. parler, Martin, t'inquiète pas, mais j'imagine ça sera aux alentours des 15 millions. Voilà. Je pense que c'est un peu plus, mais Un peu plus, 15 et 20. après, même s'il reste l'année prochaine, il a montré des bonnes choses, mais il a pas montré. D'ailleurs, en plus, je trouve que dans les inconvénients, c'est que il a été souvent des fois en foul trouble. Et d'ailleurs, dans le match des Clippers, je crois qu'on finit le match sans Porzingis, hein, le match qu'on gagne. Donc il n'est pas si oui, indispensable que ça dans le système qu'on a à l'heure actuelle. avec alors Ford à côté, non, Voilà. effectivement. Oui, ouais, ensuite, Porzingis, il fait sa taille donc en transition et dès qu'il est un peu emmené sur une île, entre guillemets, «au périmètre», c'est compliqué et puis il a du mal à enchaîner surtout les minutes. Enfin, la deuxième mi-temps contre les Clippers, il fait une énorme première mi-temps, il est à bout de souffle, hein, sur la deuxième mi-temps. C'est bon pour Porzingis. Rapidement, pour terminer sur le bilan de saison, je vais vous demander à présent, un joueur qui vous a surpris, positivement ou négativement, qui a un peu retenu votre attention, cette saison, en rapide, Moi, en fire bullet, je là. pense qu'on peut avoir à peu près tous le même en haut de la liste. Hein. Vas-y, envoie. Do Brasil, hein. Ah ouais, carrément. À Guy Santos. Moi, c'est pas lui. Hater, Ah, je suis d'accord. Moi, je Non, suis mais d'accord avec je Martin. pense que il est très haut dans pratiquement la liste de tous les fans parce que idem. bon, Guy Santos, voilà, hein, il est arrivé, ça fait déjà quoi 5 ans qu'il est là. Et quand il est arrivé, c'était un joueur de première division brésilienne Brésilienne. et qui avait un niveau, je sais même pas s'il avait le niveau de la Pro A ou de la Pro B. Hein, mais on a eu une vision sur ce joueur depuis le début. Et petit à petit, les années ont passé et il a gravi les échelons. Et je pensais pas le voir arriver jusqu'à un niveau où il pouvait être un starter honnête dans notre système, même si avec des circonstances spécifiques. Mais il a performé quand même en étant starter. Donc il a quand même dépassé les attentes sur certains points. Donc voilà, je pense que c'est Guy Santos pour moi. Ah ouais, moi je complète, en 3 secondes, sur Guy, AD direct, c'est dans la continuité, mais bon, voir quand même son footwork, sa capacité à se créer des tirs en pénétration notamment, c'était épisodique, c'est devenu régulier. J'apprécie. Adrien, justement?
Moi, je suis toujours le conducteur du train, donc je suis toujours pas descendu, hein, mais Moses Moody, certains disaient ici, oui, il faut qu'il y ait un peu plus de 38% à 3 points. Et ben voilà, Il y a 40. c'est les 40% sur un bon volume, je Mmh. crois que c'est 6 shoots Oui, oui. à 3 points. Voilà, Putain, et défenseur plus qu'honnête. Voilà, on a notre titulaire poste 2 pour c'est les terrible. prochaines années. C'est terrible. Comment ça, c'est Bah terrible? non, mais la saison où ça y est, il passe le Oui, step et voilà, putain, il y a le genou qui part en couille. et le genou qui part chez le voisin. Aïe, aïe. Mais oui, voilà. Mais par contre, et même ce qu'il avait montré en fin de saison, quand il n'y avait plus personne, où il a montré des capacités au scoring, comme un peu tous les role-players, un peu dans des registres très précis. Guy Santos, c'était dans le attraper, drive, avec un petit cross, un petit spin, avec une petite feinte, puis un open under. Moody, c'était dans du catch and shoot off ball, ou dans le cut, mais ça, on connaissait déjà, mais avec quelques mid-range de temps en temps. Donc voilà, moi, toujours heureux de sa progression et son contrat 13 millions. Bon, avec la blessure, attention, comment il va revenir, mais ce contrat à 13 millions avec un mec qui défend très très bien et 40% à 3 points, ça, normalement, ça met les comptes au vert, comme dirait Martin. Mais bon. Ouais, on verra. C'était un Évidemment, joueur super rentable, hein. C'est clair que. Ah, il a. ouais, on verra comment il revient dans un an après son tendon rotulien qu'a lâché, mais il disait que ça l'embêtait depuis le lycée, donc ça serait peut-être pas une si mauvaise chose. On verra. Thomas, pour finir rapidement. Ouais, moi, de toute façon, spontanément, je serais parti sur le même que Martin, parce qu'en plus, pour le coup, le Guy, je le suivais depuis vraiment, depuis qu'il avait été drafté. Donc, c'est un joueur qui, à la base, avait déjà quand même des fondamentaux qui étaient quand même plutôt bons, qui avait une bonne vision du jeu, mais il manquait vraiment, moi, ce que je disais toujours, il manquait surtout pour passer le cap d'être un joueur de rotation honnête, une rapidité, une vitesse d'exécution, voilà. Des appuis un peu plus rapides et une vitesse d'exécution dans la lecture de jeu. Et ça, on a vu qu'il l'a acquis au fur et à mesure des saisons. Là, on est vraiment dans le joueur type développement. Et après, bien, le pourcentage au shoot aussi qui augmente, qui est plus fiable et qui l'aide bien aussi. Et juste en 2 mots, peut-être souligner aussi la saison de Gary Payton que j'ai bien aimé. C'était un joueur qui était plutôt sur une pente un peu déclinante et là, Ouais, j'ai envie de le sortir un petit peu du lot parce que j'avais un petit peu peur pour lui cette saison et il fait partie des joueurs sur qui le coaching staff a pu compter. Ouais, surtout en deuxième partie, parce qu'en ouais. première partie, il avait un peu de Bah, mal, mais en deuxième quand il y a partie, eu besoin de lui surtout, après c'est vrai, ouais. Après, est-ce que c'est le fait qu'il ait eu plus d'ouverture, plus de temps de jeu, un contexte un peu plus favorable qui fait qu'on l'a un peu plus vu? En tout cas, il a répondu présent sur la deuxième partie quand on avait besoin de lui. Ouais, très intéressant parce qu'on se disait souvent que Gary c'était un staff guy qui pouvait pas être trop compatible avec les autres. On a vu que ça tournait pas mal avec Jimmy, puis on a vu que sur les deux en fait, il arrivait à trouver ses spots et il trouve de toute façon Ouais. toujours près du cercle. Donc voilà où se C'est trouve Jimmy. quand même une capacité numéro 1 à défendre et ça, c'était sa force c'était un peu sur le déclin, je trouve. On le voyait Ouais, un petit peu moins impactant à ce niveau-là et c'était quand même mieux sur la fin de saison. Très bien. Moi, un petit shout-out rapide à Potes quand même. Il y a une année 2025 compliquée. C'est un peu aussi le bouc émissaire de la fanbase. Il y a des C'est vrai qu'on raisons. n'avait pas parlé de pod. Voilà. Déjà, il a marqué 30 points cette saison. Donc, Un donc mais voilà. arraché. Bouc émissaire de la Dead Nation, des fois a raison sur ses déclarations, mais pas sur le terrain. Il y a une ouais, sur le terrain, il n'y a rien à dire. Ouais, année 2025 compliquée, mais à partir de janvier, il a complètement réussi à trouver son rythme. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié sa fin de saison notamment. Il a drivé beaucoup plus efficacement, alors que les responsabilités avaient augmenté. Sa capacité à aller chercher des fautes, vraiment là, en fin de saison, c'était flagrant la différence. Donc voilà, c'est belle saison dans l'ensemble, je trouve, pour le Pods.
Il est Moi, en je l'avais mis juste en 2 secondes aussi, en quelques mots. Moi, je l'avais mis au départ, quand il était drafté, je le voyais très haut, moi, Pods. Enfin, je faisais partie des personnes qui All-Star. le voyaient Une fois All-Star, au je border crois que tu l'as All-Star. En dit. tout cas, je l'ai dit, j'ai dû le Je dire pense que tu l'as dit. certainement. On peut le Bon, retrouver. ouais, mais Mais il avait il avait des triples dans le nez. C'est-à-dire, quand je dis des triples, je parle des bières. Des bières triples dans le nez. C'est à sa décharge. ici, on est au nord du nord, ici. Voilà. Et du coup, ouais, alors je te dirais, heureusement qu'il y a sa deuxième saison qu'il sauve, sinon j'avoue que globalement, par rapport à ce que j'avais mis comme espoir sur lui, j'étais un petit peu déçu. Et surtout là, on lui donnait plus de responsabilités et à ces moments-là, il n'a pas forcément répondu toujours présent. Et maintenant, enfin, pour le coup, la lecture est un peu plus claire sur le joueur. Tu sais que c'est un bon joueur. Mis dans un bon contexte, c'est quelqu'un qui va t'apporter des choses, mais maintenant tu sais aussi ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. Petite déception pour moi à ce niveau-là, mais au moins les choses sont un peu plus clarifiées sur son rôle. On est bien d'accord. Bon, il est temps de conclure l'épisode sur le dossier chaud du moment. Steve Kerr, la tête des Dubs, c'est vraiment fini? I don't know what's going to happen next, but I love you guys to death. And thank you. I appreciate you. Je ne sais pas ce qui va arriver par la suite, mais sachez que je vous aime jusqu'à la mort. C'est sur ces mots adressés à Draymond Green et Stephen Curry que pourraient peut-être sonner les derniers instants de Steve Kerr sur le banc des Warriors. En effet, le coach aux 604 victoires avec les Dubs arrive au bout de son contrat et son retour est complètement incertain. Au jour où l'on enregistre, donc le lundi 4 avril, voilà où en est le dossier. Selon Anthony Slater, il y a des demandes spécifiques de la part du management auprès de Kerr s'il veut revenir. Premièrement, le contrat doit valoir sur plusieurs saisons. Le front office ne veut clairement pas d'une last dance. Deuxièmement, il faut que Steve Kerr exprime une volonté réelle de coacher avec passion et non pas par nostalgie. Et enfin, dans les bureaux, on veut une adaptation de l'approche offensive, introduire plus de variété car il lui a été reproché de trop artiller à 3 points. Alors, première question à l'équipe, comment on se positionne par rapport à ces demandes de la part du management? Je trouve que c'est déplacé de demander à un coach de changer sa façon de voir l'attaque, etc. Dans le sens où, pour moi, en fait, si tu prends un coach, comment dire, tu adhères à sa philosophie. Et si la philosophie, effectivement, de Kerr, elle est inchangée et elle ne changera pas, je trouve ça un peu déplacé de lui demander ça. Sur la longueur du contrat, bon, ça, pour moi, c'est des négociations, il n'y a rien de choquant. Après, est-ce que lui va accepter? Bonne question. Ok, donc même une légère adaptation, enfin, on ne demande pas de remettre en cause la motion offense. Je fais l'avocat du diable un peu là. Oui, non, mais en fait, enfin, parce que moi, j'y crois pas. C'est parce que peut-être je suis défaitiste ou je vois Steve Kerr trop dans un sens, mais moi, je vois pas le changement. Il a eu des gens autour de lui qui ont changé. On a même eu des effectifs où c'était pas du tout on va dire, notre tasse de thé de tir à 3 points et on n'a pas changé de style. Donc, je vois pas pourquoi là, du coup, là, le front office lui demanderait, il le ferait. Et du coup, est-ce que la question, enfin, ce qu'il lui demande, c'est de coacher avec passion. Est-ce que en changeant, ça lui donnerait toujours de passion avec un peu bridé entre guillemets? Enfin, tu vois, Moi, ça me paraît un peu Ouais. bizarre le côté passion. J'ai l'impression qu'il a toujours eu. Oui. Hein, donc, ouais. Ouais, Ouais, mais les autres. ça peut vite ressembler à une saison forcée. Parce que, en fait, quand tu poses la question, enfin, Thomas, je crois que c'est Thomas qui le disait, est-ce qu'un autre coach aurait fait mieux? Bon, on a presque tous dit non. Enfin, avec l'effectif qu'on avait cette année, on a presque tous dit non. Parce qu'au final, l'ère Steph Curry, alors, ok, il y a eu Mark Jackson qui a lancé le truc, mais l'ère Steph Curry, c'est Steve Kerr. Donc au final, ah oui, Steve Kerr, ces derniers temps, il nous a un peu énervé avec pas mal de choix tactiques. Mais au final, on sait tous que l'ère Steph Curry, elle va s'éteindre avec Steve Kerr. Donc, dans mon, si Steve Kerr il arrête maintenant, on va pas vraiment trouver, je pense, quelque chose qui va révolutionner notre jeu au point de devenir contender. Donc, autant finir avec Steve Kerr. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, mais entre guillemets, ils veulent mettre un peu des points de négociation
pour éviter que ça soit une fin vraiment sans ambition. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense que Steve Kerr, il est à moitié motivé, hein, parce que vu son état d'esprit sur le match de play-in, c'est qu'il a quand même déjà la tête à l'arrêt. Mais il sait que Steph et Draymond, ils sont encore là pour 2-3 ans. Donc, ouais, j'ai du mal à me positionner dessus. En fait, je le vois rester, mais après, est-ce que la passion sera la même que sur tout son passage aux Warriors? Je pense pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait les relations qu'ils ont réellement, parce qu'après il y a beaucoup de jeux d'acteurs, etc. Mais tu sais pas exactement les relations qu'il a avec le front office. Tu le sens fatigué, mais est-ce que c'est fatigué par le coaching? En fait, est-ce qu'il est fatigué par tout ce qui est extra-sportif, négociation, etc. Mais c'est vrai que tu vois qu'il y a une certaine lassitude. Je suis pas sûr que ce soit le jeu qui lasse et les joueurs, mais j'ai l'impression que c'est plus l'environnement. Alors que jusqu'à présent, tu vois, l'environnement Warriors, ça a quand même toujours été quelque chose qui était plutôt lisse, plutôt cool, quoi. C'était chill. Là, j'ai Pas l'impression un qu'il. cocon, mais pas loin, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Moi, je pense D'un côté, je suis pas sûr qu'on ait envie de continuer avec lui. Et de l'autre côté, lui, je pense qu'il serait pas contre continuer, mais avec une certaine garantie. Après, est-ce que les garanties que lui, il exige, est-ce qu'on est en capacité de lui offrir? Moi, je pense que la vraie question sur son avenir aux Warriors, elle est là, en fait. que la gestion de Kuminga pour ces 2 ans là, ça l'a fatigué. Bah lui, ça l'a fatigué, puis il y a peut-être eu, parce qu'on sait quand même que les Oui, proprios de la Kuminga, ils le mettaient haut et c'est eux qui l'ont voulu. Sur Lui, les il n'en pour a ça que je jamais dis ça. voulu, donc je pense qu'il y a eu il y a eu quand même Des pressions, ouais. Moi, je pense que des, oui. des- C'est le des points de point. crispation avec le dossier Kuminga. C'est l'illustration pure et simple d'un front office et d'un coaching staff qui sont pas sur la même longueur d'onde. Et quand les deux sont pas sur la même longueur d'onde, il se passe ce qui s'est passé. Il se passe que on n'a pas une ligne directrice identique et du coup, on bricole un peu autour. Alors, on n'a pas si mal bricolé que ça parce qu'on a réussi à ramener quand même Jimmy Butler. L'année dernière, on n'est pas si loin que ça d'aller faire une finale de conf si le quadriceps de Steph le laisse tranquille. Mais le fait que tu n'aies pas une ligne directrice stable entre tes différents éléments hors joueurs, et ben c'est problématique. C'est problématique et je pense que le cas Kuminga, c'était l'illustration exacte puisque Steve Kerr, il n'en voulait plus. Il n'en voulait pas. Au Ouais. bout de 2 ans de contrat rookie, on savait déjà vers quoi on s'orientait. On savait déjà que Kuminga, il se voyait pas comme Steve Kerr le voyait. Et on a eu des sonnettes d'alarme quand Kuminga avait demandé son trade. Dit qu'il voulait se faire. On n'a Oui, pas, qu'il on a, avait dit voilà. On n'a pas cherché la porte de sortie. Donc, Question très sérieuse désormais. Est-ce que vous voulez, vous, que Steve Kerr s'en aille? Non. Non? non. Adé? Franchement, j'ai un avis. Franchement, s'il s'en va, en fait, beaucoup d'affect pour ce coach, mais j'avoue que s'il part, très bien. S'il reste, très bien. Tu vois, je suis vraiment dans le mood où on est sur une fin de quelque chose. Est-ce que... En fait, j'ai du mal à évaluer sa plus-value actuellement, aujourd'hui, sur des potentiels résultats par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Je dis pas qu'il coache mal ou quoi que ce soit, je dis juste est-ce qu'on n'est pas arrivé vraiment au bout du bout et que même lui, en fait, entre guillemets, ça l'emmerde et il y a cette rupture en fait. Et du coup, un coach qui fait juste son métier sans passion, effectivement, comme un joueur, je pense que forcément là t'es pas positif et tu travailles pas correctement. Donc, je Ce qui semble pas dirais, être le cas ensuite, hein, de ce qu'on avait non, fait. il semble pas être le cas, mais Ouais, peut-être lassitude au fur et à mesure, je vois. non, mais surtout, c'est pas par rapport aux joueurs et au jeu. C'est vraiment, effectivement, le L'environnement truc autour. de l'environnement, le coaching staff, les médias, les machins. Donc je te dirais, est-ce que je veux qu'il parte? Non. Ma réponse, s'il part, ça me dérangerait pas. OK. Enfin, Après, difficile d'imaginer à l'instant T un autre coach. Pour Steph. Déjà pour Steph et enfin ça chamboulerait tellement de choses en fait si on change de coach. Et pour moi, ça dépend aussi de avec quelle vision on aborde l'été en fait. Ça change un peu tout.
Donc, Bah, c'est lui, parce que hein. à l'instant T, moi, si Steve Kerr reste, pour moi, on s'oriente plus sur encore un effectif un peu de vet à l'ancienne. De toute façon, il nous reste 2 ans, allons-y. Et tu vas un peu moins tenter peut-être la case jeune talent pour essayer d'enchaîner, quoi. Ah oui, c'est un signe avant-coureur s'il prolonge ou pas, hein. Ça Moi, va c'est donner ça. un indice sur la suite de la saison et de la fin de carrière de Steph. C'est ça. Moi, je te dis non tout à l'heure directement parce que et c'est même pas. Alors, il y a forcément avec Steve Kerr de l'affect, mais c'est même pas seulement pour ça que je te dis non. En fait, c'est parce que pour moi en fait, soit tu prends en compte, on est toujours dans cette fenêtre pour Steph et on voit ce qu'on peut faire, mais ça se fait avec lui. Et en fait, je me vois pas continuer avec cet effectif-là, continuer tout en changeant tout en changeant le coach principal. J'arrive pas à le visualiser. Je vois pas la plus-value sportive. Tu vois, Adrien semble penser plutôt l'inverse. Moi, je vois pas la plus-value sportive à changer maintenant, à tout chambouler maintenant, avant la fin de l'ère Stephen Curry. Je comprends tout à fait. Si jamais, est-ce que vous avez des coachs en tête qui pourraient prendre la place de Steve Kerr? Ou pas du tout? Un Kerr, mais j'ai pas dit le prénom. Oh, putain. Il veut nous mettre Non, le non, là, fils. c'est Aïe. le Lepelengi, Le pauvre lui, fils. enfin, Et en il plus, a le fait fils très qui bon travail va. sur Syracuse, C'est mais pas cadeau pour lui, hein. ah ouais, non. Non. Après, sinon, je partirais peut-être plus sur quelque chose en interne, style Steve Stackhouse. Est-ce qu'il a pas mérité, lui, de gagner des galons? Parce que finalement, tout ce qu'on a fait de bien cette saison, dans tout ce qu'on a détaillé dans le bilan, ça vient en partie de son travail, hein. Belle rotation défensive, ouais. Tant qu'on fait pas Là, on Terry voit. Stotts. Alors là, si on fait une promotion à Terry Stotts, bon, j'ai rien contre Terry Stotts, hein, mais Moi, je veux qu'il parte. Ah Et ouais, en fait, tranche dans le vif. non, non, mais c'est vrai que moi, s'ils je nous ont vendu avec le projet de Terry Stotts, au final, le Ouais, bilan mais lui final. aussi, il a dû prendre. Non, mais alors je pense tu sais que lui aussi, il y a moyen que ça soit un choix du FO. Parce que le discours, c'était quoi? C'était, il va nous apporter des systèmes et moins de simplifier motion. un peu la motion. Il s'est rien Ah, passé, mais bon, frérot. c'est Et pas lui à la bizarre, là, tête, hein. bizarre, le front office qui dit quoi à Steve Kerr pendant une négociation? Ah, faudrait que tu changes ta motion. Ouais, Ouais, c'est- non. Donc Ouais, ça se trouve, ça va ouais, être Terry Stotts le prochain coach. Non. Mais moi, ce qui Non, est mais dingue, tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est exactement ça. C'est que à l'arrivée de Terry Stotts, donc qui est pas une très grande réussite jusqu'à présent, c'était simplifier la motion, un jeu plus fluidifié, pardon. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand Jimmy est arrivé, parce qu'il était sur le terrain, et il le fait par lui-même. Et ça s'est pas du tout passé par des nouveaux schémas de jeu. Et moi, je pensais à une solution qui pouvait être aller chercher un autre assistant offensif pour préparer la transition pour l'après-Steph, avec un gars dans le coaching staff, et ce serait peut-être une bonne solution. Et avec quelques idées neuves. Pour moi, par exemple, si je pense dans une optique où on reste sur quand même un effectif de vets, d'anciens, et vraiment une fenêtre très courte de 2 ans, il y a Mike Budenholzer qui est sur le marché. Bon, je pense pas que ça va révolutionner grand-chose, mais c'est un coach qui a déjà été champion, qui a un style offensif. Ça a du sens. Donc ça me déplairait pas. Après, si on est dans une optique, on a un haut pic de draft par exemple, et que au final on fait une semi-transition. Voilà, je pense qu'on partirait plus sur un coach rookie qui sort qui a un très bon assistant. Voilà, je connais pas les assistants des autres équipes, mais je pense qu'on peut partir sur un profil un peu plus jeune, inconnu au bataillon, quoi. Ouais. Dans cette optique, il y a un nom qui est sorti, c'est le coach de Florida, l'université avec qui Will Richard a été champion, c'est Todd Golden. Donc en plus, Ouais, je vois sa tête. le nom Ouais. sonne bien. Apparemment, il il a dit qu'il empilait à Florida, mais Ouais. Ensuite, il était Bon, avant à l'université de San Francisco, pardon, et il connaît personnellement Joe Lacob et sa famille, donc ça peut servir, vu les cas d'ingérence qui se passent. mais tu vois que ça, c'est pas si rassurant que ça au final, ça. Oui, voilà. C'est pour ça que je voulais te donner l'info. Adrien. Mais après, tu vois, excuse, je donne la parole à Adrien après, mais au niveau du profil, tu vois, sur un profil de coach jeune comme ça, si tu repars avec Steph et Dre, moi j'ai du mal à l'envisager, tu vois. Pour moi, si tu gardes le binôme, voire le trio avec Butler, tu pars sur un coach, s'il y a changement, plus expérimenté. Faut les gérer. J'ai du mal à voir un coach rookie aussi bon soit-il, hein.
Forcément, c'est pas une tâche facile. Ouais. Adrien, t'as personne en tête? Moi, franchement, non. J'avais si le coach de comment ça s'appelle, Mike Malone, mais il a signé en université. Ouais. Hein. C'est ça, je suis de mémoire, donc j'avais lui parce que j'aimais bien. Lui, c'est pas une motion, mais il a plutôt des systèmes, enfin pas des systèmes de jeu, mais on va dire selon une situation, des déplacements Les principes. prédéfinis des principes de jeu que j'aimais bien. Alors après, bon, quand t'as Jokic, Ancien à la elle est maison aussi aussi. Il était assistant Hein chez nous. Il était assistant chez nous. Ouais, assistant chez nous avant. Ça remonte. Mais vu qu'il a signé là en université, Il y a un coach qui attend la place. Non, tu parles pas de Doc là. Non, ils ont Il est en balancé retraite. un autre coach qui attend la place et qui a décidé de pas prolonger. Billy Donovan. Ah oui, ah non. Je sais que là on a un sympathisant de la Bulls Nation là, mais. Voilà. Après, moi, je me suis posé la question si Adrien déposerait son CV en cas de non. Vas-y, Adrien, vas-y, c'est maintenant. ouais. Vas-y. Oui, bon, bah, déjà, je peux même pas coacher en départ, alors. Ouais. Allez. Il a même pas un diplôme. Et en repartant, on refait un bond en arrière, mais Mike Brown, c'est un nom que je vous donne comme ça. C'est vrai que chez les Knicks, il est un peu sellette. Hein. Il est un peu sur la sellette. Ouais. Hein. Un peu Connaît beaucoup. Ouais, mais Steph, bon, connaît l'environnement, mais bon, Bah, après, vu son coaching Ouais. au Knicks, les gars, franchement. moi, je vous balance le nom surtout parce que du coup, Oui. connaît l'environnement, connaît Steph, et je pense que ça pourrait jouer quand même si changement il y a, quoi. Luke Walton, 73-9. Allez, on va pouvoir maintenant clôturer là-dessus cette saison 3 de Splash Pod sur Luke Walton. Donc merci à tous Non, les sur auditeurs. 73-9. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés durant toute cette année. Je crois qu'entre le podcast et les live Twitch, que le duo en face de nous là, a bien assumé cette année, on doit être à 14 épisodes cette saison, ce qui est pas trop mal. Donc Oui. voilà, ça progresse. Bah, Donc, surtout pour une équipe comme les Warriors où là cette année on va dire les infos, la hype, etc. a un peu diminué. L'actualité, ouais, c'est honnête. on est là. Les prochaines échéances pour les Warriors, c'est le tirage au sort de la loterie qui est le 11, il me semble. On est projeté 11e ou 12e de la draft, mais on ne sait jamais. Un miracle, on peut se retrouver dans le top 4, même si j'ai du mal à y croire. Eh oui, On tirer verra. les boules, c'est toujours Voilà. pas facile. Ah là là. En 9%, tout cas, pour la je saison crois. 4, on se retrouve sûr et certain à l'aube de la free agency, vers mi-juin à peu près, pour préparer les choix très importants qui arrivent. Et si jamais il y a un top 4 qui arrive de draft, on fera peut-être un épisode sur les profils qui peuvent être intéressants à suivre. C'est pas notre spécialité, hein, donc voilà. Non, On bah, on préfère fera prévenir, mais c'est présentation. Voilà. un énorme coucou, à envergure. à envergure. Bah voilà, clairement ça ira enfin, À envergure et à boozer. modestie, Et je sais pas aussi. s'ils ont publié encore, hein, mais Non, ils ont pas encore publié, je crois. Et d'ailleurs, j'ai pas vu passer. la Et, loterie, c'est dimanche 10 mai, normalement à 21h, heure française. Ah, c'est heure française. Donc si on veut, Trop bien. si Adrien il est là, ça se trouve, on fait un petit live Ah. Twitch juste pour déconner pendant Comme 2 la- secondes, quoi. Ah oui, on peut faire un live. Comme live de comme il y a 10 minutes. oui, On regarde comme des avec boules là le- et Ouais, Ouais. oui, et puis aussi pour ça me rappelle la draft. Oh bah on a personne, on peut fermer. Ah ouais, si, on a avec le PC. Mais et j'espère ne pas faire un épisode spécial Steve Kerr fin de la. Ça peut vite arriver, ça là. peut Hein. arriver. Voilà. Goodbye my Donc friend. voilà. J'espère que si on se Goodbye. retrouve, c'est pour la loterie. Merci à tous donc, de nous avoir encore suivis. On vous souhaite une très bonne fin de playoff. N'hésitez pas à aimer, commenter comme d'habitude. Ça fera toujours plaisir. Merci à tous à Donation en tout cas. Un mot de la fin, l'équipe? Merci pour cette saison. Moi, je suis content toujours de qu'on se retrouve là, qu'on parle un peu Warriors. Et puis, bonne soirée à vous. Bonne semaine, hein, vu qu'on est lundi. Lundi soir, il reste encore 4 jours, les mecs. Ouais, ce sera jeudi pour les auditeurs, n'inquiète pas. On va être un peu long pour le montage. Allez, night night. Ciao, ciao. Ciao.